Nous allons parler avec nos invités de notre prochain thème, le réchauffement climatique et les infrastructures. Christian Tridon est avec nous, bonjour. Vous êtes président du syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux et de réparation, de renforcement des structures. Et Jacques Chanul, président de la SMA BTP, est avec nous à vous représenter bien sûr les assureurs, ancien président de la Fédération française du bâtiment. Merci messieurs d'être avec nous. William Allaire est également ici. Évidemment, on parle de ce réchauffement climatique, on a parlé de ces projets, de cette transformation des ouvrages qui prend de nombreuses années et puis forcément de ces catastrophes qui ont eu lieu dernièrement et qui nous font prendre conscience qu'il faut changer les mentalités, changer aussi la façon de construire. Christian Tridon, vous vous occupez particulièrement des ponts, hein. C'est votre sujet. Il y a eu une catastrophe en 2019, on se rappelle, à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Il y a eu une adolescente qui a été tuée, un chauffeur de camion également. Ce sont des accidents, des catastrophes dues à l'état des infrastructures, l'état des ponts. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des ponts français? Dans quel état sont-ils et quelle part va-t-il falloir rénover dans les prochaines années? Alors les ponts français ou les ponts internationaux, on a tous les mêmes problèmes. Oui, en Italie Notre aussi par exemple. Notre infrastructure aujourd'hui, elle date de l'après-guerre. Hein. Donc on a commencé à construire nos voies de communication à partir des années 50, du moins à les reconstruire. Et à partir de là, nous avions deux matériaux principaux, le béton armé et l'acier. Donc ces ouvrages ont été construits donc à partir de 1950 et dans l'euphorie générale où il fallait vite construire, créer des voies de communication, etc. Eh bien, on a oublié bien sûr l'entretien. Lorsque vous achetez une voiture, vous avez l'achat de la voiture, mais il faut aussi penser que cette voiture va nécessiter des entretiens, etc. Ça, on l'a royalement passé sous silence. Les élus qui en étaient les gestionnaires de ces ouvrages ont considéré qu'il n'y avait pas de soucis vis-à-vis de ce genre d'infrastructure. Et puis on est arrivé tout doucement vers les années 90, voire 2000. Et puis là, vous voyez, plus on avance dans le temps et plus on comptabilise des catastrophes. Oui. Alors vous avez parlé de Mirepoix. Mirepoix, c'est un autre sujet, puisque là, c'est une surcharge exceptionnelle. C'était une surcharge, effectivement. Bon. Mais le pont n'était pas en très bon état non plus. On pourrait prendre, bien sûr, l'exemple important, enfin, celui qui a tout déclenché, c'est le pont de Gênes en Italie, le pont Morandi, qui a été construit avec une technologie très avant-gardiste, mais tout à fait honorable et qui aurait dû mériter un entretien régulier, etc. Ce qui n'a pas été fait, et on a eu 43 morts, c'est-à-dire délibérément, on a tué 43 personnes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Non rénovation. Alors, vous me branchez sur le réchauffement climatique. Moi, je ne suis pas un spécialiste du réchauffement climatique. Ce que je constate, comme tout le monde, c'est que nous assistons à un dérèglement climatique. Ça, c'est un fait. Et moi, j'ai un sujet qui me préoccupe, c'est tout le réseau secondaire de voies de communication français, notamment, mais pas que français, qui est constitué d'ouvrages en maçonnerie. Vous savez, les petits ponts que vous voyez un petit peu dans la nature, il y a des grands et des petits. Oui. Ces ponts ont été construits sur des structures en bois. Alors vous avez les ponts de Paris, tous les ponts de Paris sur la Seine, les anciens du moins, sont tous construits de la même manière. On plantait des piquets en bois, des pieux en bois, et sur ces pieux en bois, on construisait le pont. Ces pieux en bois, les anciens n'étaient pas fous, ils savaient que aucune pièce de bois ne devait être au contact de l'air. Donc on s'arrangeait pour que tout le bois soit immergé. Et on voit aujourd'hui, avec ce fameux dérèglement climatique, un abaissement du niveau des rivières. Alors ça paraît curieux de dire ça, mais en fait c'est le différentiel entre l'abaissement du niveau et des niveaux très hauts. La Roya, etc., c'est des niveaux de crue exceptionnels. Mais on a à d'autres moments
des niveaux très bas. Et quand on est à un niveau très bas, eh bien, on a autant de dégâts qu'à un niveau très haut, c'est-à-dire on a des pieux en bois qui sont à l'air et qui pourrissent. Et le pont qui est assis dessus, il peut disparaître. Ça annonce quelques années difficiles, hein, Jacques Chanu. Du point de vue des assurances, on l'a dit, il y a une question de rénovation, il y a une question d'infrastructure qui commence à vieillir. Et puis, effectivement, il va se rajouter ces questions climatiques qu'il va falloir prendre en compte dans les rénovations, dans les nouvelles constructions. Écoutez, en tant que leader de l'assurance de la construction, on est à un endroit où il y a une possibilité d'observation de l'augmentation de ces problématiques dont parle Christian et bien d'autres, ou sur les tempêtes, hein, j'y reviendrai, et aussi d'analyse des coûts, parce que je pense qu'il y a un moment, au-delà des images spectaculaires, il y a aussi des coûts spectaculaires. Hein. Tu parlais de la Roya, on n'a pas encore la note, mais elle va être incroyable. Juste rappeler quelques chiffres, si vous permettez. Vous vous souvenez, fin 99, il y a eu 2 tempêtes en 2 jours, hein, notamment dans l'ouest de la France, 14 milliards d'euros de travaux de réparation à faire, parce que des centaines de chantiers avaient été balayés. Autre exemple, l'inondation dans l'Aude, 30 cm en quelques heures qui sont montés. C'était près de 3000 dossiers à traiter en quelques jours. Donc, vous voyez, ça demande aussi une logistique forte. Et puis la plus récente, Alex, fin de 2020, là on est à peu près à 1 milliard d'euros. Donc on parle plus, j'allais dire, de quelques sommes avec des cas isolés, on parle de masse financière énorme. Et vous savez que le principe même de l'assurance, c'est la mutualisation du risque et donc la répartition du coût. Donc ça veut dire pour nous tous, Français, entrepreneurs, mais aussi Français, quand on est en 4 nat, hein, c'est l'État qui paye, eh bien ça veut dire qu'il y a une conséquence très forte, par exemple, hein, sur les inondations, sur 30 ans, ça a coûté à peu près 30 milliards d'euros. La France Assureur, la Fédération professionnelle des assurances, estime que ça va encore doubler dans les 30 années qui viennent. Mais alors, pareil sur les tempêtes, qui ont coûté déjà plus de 30 milliards et on pense qu'on va être à 45 milliards dans les 30 ans. Donc on voit bien qu'il y a un constat, il y a de plus en plus, il y a une fréquence de ce type de sinistre qui est de plus en plus forte et il y a un rôle de prévention qui doit être vraiment mis en place parce qu'on ne pourra pas à un moment assumer financièrement, collectivement, ces surcoûts. D'autant, et je finis avec ça, c'est que, par exemple, dans la vallée de la Roya, la richesse qu'il y avait il y a 30 ans, lorsqu'il y aurait pu avoir ce type de dégâts, elle était beaucoup plus faible que maintenant. Il y a eu beaucoup plus de maisons qui ont été construites en 30 ans, oui. Il y a beaucoup plus d'infrastructures. Donc, quand il y a des dégâts majeurs, ça coûte beaucoup plus cher de tout refaire au fil des années. Donc voilà, donc je pense que il y a une réalité chiffrée, objectivée aujourd'hui, que nous, assureurs, on peut, surtout l'assureur de la profession, hein, on peut facilement voir. Et donc, je pense qu'il est temps, effectivement, de continuer de prendre des mesures de prévention. Mais il est surtout temps de bien entretenir les infrastructures. Christian est le spécialiste France, j'allais dire monde, mais il ne veut pas sur ces sujets-là. Ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est un sujet majeur si demain on veut rester dans des enveloppes de surcoûts liés à ces événements climatiques raisonnables pour notre pays et puis bien sûr pour nos entreprises. William Haller. Oui, Monsieur Tridon, on habite tous dans un appartement ou une maison, et quand on loue ou qu'on achète une maison, on est obligé de faire des certificats, de faire venir un diagnostiqueur qui donne le carnet de santé de son logement. Il n'y a pas de carnet de santé pour les ouvrages d'art ? Alors là, vous touchez un sujet qui m'est cher parce que le carnet de santé des ponts, alors j'avais dit c'est le carnet d'entretien, le carnet d'entretien de la voiture. Et j'en ai parlé depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, je parlais ça. Et grâce à Morandi, à Gênes, il y a eu une commission parlementaire au Sénat notamment, et j'avais proposé, j'ai reparlé, j'ai mis ça sur la table, et le président de la commission, c'était Hervé Moret, qui m'a dit, mais il a eu une réflexion assez curieuse, il m'a dit, mais ça n'existe pas ça ? Ben, j'ai dit non, monsieur le président, ça n'existe pas. Et en l'espace de 4-5 mois, on a débloqué 40 millions pour créer un carnet de santé qui est en train d'être réalisé à l'heure où on parle, pour 70 000 ponts en France. Mais par qui ? C'est l'État qui le finance. Alors, l'État, malin, a débloqué ses fonds, mais maintenant les maires commencent à se dire, bon, on va me dire que le pont qui est à côté, en bas de chez moi, là, il est en mauvais état. Alors, il devient sachant, parce que jusqu'à maintenant, il ne le savait pas. Maintenant, il le sait. Et alors, comme il n'a pas l'argent pour le réparer, il n'aura qu'une seule solution, c'est de faire un arrêté municipal
de fermeture. Alors vous allez voir le fermier qui est un peu plus loin et qui reçoit tous les jours 19 tonnes pour aller recueillir son lait, enfin le lait des vaches. On en est là aujourd'hui. On en est là. Et Jacques Chanu parlait de la nécessité d'entretien, mais cette nécessité d'entretien, elle est tellement évidente. Alors, quand un bien est assuré, un bien privé est assuré, on peut obliger les gens à entretenir. Le pont, en l'occurrence, c'est un bien public. Il n'est pas assuré, il est assuré par nous tous. Oui. Et résultat, on n'oblige pas. Alors, les choses vont à vol haut, ils se dégradent, et puis on verra bien. Voilà. Jacques Chanu, vous nous parliez tout à l'heure de budget. C'est vrai que le milliard est devenu la nouvelle norme. On s'est habitué avec la crise sanitaire, mais c'est aussi le cas pour les assureurs face à ce genre d'événements. Justement, l'argent, on le trouve où? Comment on budgète des catastrophes comme ça, des rénovations comme ça? Comment on trouve ces milliards qui seront nécessaires pour assurer dans les années qui viennent? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 1 milliard, ça ne veut plus rien dire pour Exactement. personne. Vous avez tout à fait raison de faire cette remarque. Par contre, lorsqu'on parle de prise en charge d'assurance, par exemple pour les entreprises, par rapport à ce risque-là, ou pour le particulier, là, c'est très concret, parce que ça veut dire des augmentations de primes d'assurance. C'est-à-dire une augmentation du coût direct pour avoir le droit de vivre dans une maison ou un immeuble, pour avoir le droit d'utiliser un pont. Là, c'est plus au niveau de l'impôt, mais en tout cas sur la partie logement ou le risque industriel, ce sont des surcoûts. Des surcoûts, ça veut dire perte de compétitivité, ça veut dire perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez déjà chiffré, par exemple, l'augmentation de ces coûts dans les prochaines années? Parce que ça va être dantesque. Si on raisonne bêtement, l'assurance, c'est une prime que nous payons tous et qui permet de payer quelques dégâts. C'est-à-dire que c'est une forme de mutualisation d'un risque où on paye 100 pour payer à quelques-uns des dégâts de 1000. Si ça double en termes de coûts généraux pour l'ensemble de la population ou des clients, ça veut dire que la prime doublera. C'est mathématique. Elle fera plus que doubler parce qu'encore une fois, le coût 100 aujourd'hui, ce qui coûte 100 aujourd'hui, en réparation, puisqu'il y a de la création de richesses dans les territoires et autres, ça peut coûter 150 ou 200. Donc je crois que honnêtement, il y a un sujet, j'allais dire, qui ne peut pas être que budgétaire sur cette approche-là. Et le travail de Christian Tridon là-dessus est exemplaire. Parce que 1 euro dépensé cette année en entretien, en prévention, et peut-être 10 euros qu'on n'aura pas à payer dans 3 ou 4 ans. Mais si on n'a qu'un raisonnement budgétaire annuel comme malheureusement l'État et quelquefois les collectivités, par nécessité ou par obligation ou quelquefois par manque de conviction, n'entend pas ce genre de choses, je crains malheureusement que cela s'accélère. Mais encore une fois, ça c'est la partie réparation. Moi je pense qu'il est quand même important aussi que dans ce domaine comme dans d'autres, il y ait une partie prévention, notamment sur les études initiales. On sait par exemple qu'il y a des périodes de sécheresse, donc les analyses de sol sont aujourd'hui essentielles. La partie ingénierie aussi, pour essayer de rendre plus résistant un certain nombre d'ouvrages. On est, je pense, déjà sur le neuf, mais aussi un certain nombre de constructions, peut-être plus adaptées aux risques qui existent, au-delà des zones non constructibles. Mais je pense que ça, c'est faisable. Regardez sur le risque sismique. On n'est pas encore totalement tous amortis ici autour de cette table. Le risque sismique il y a 50 ans n'était pas du tout pris en compte comme maintenant. Il y a des régions en France aujourd'hui on construit effectivement en antisismique. Honnêtement, quand il y a eu ou dans d'autres pays, lorsqu'il y a eu quelques tremblements de terre, ça n'a pas fait les dégâts que ça faisait il y a 50 ans. Donc voilà, il y a toujours des solutions techniques. Face à ces solutions techniques, il faut par contre mettre des budgets supplémentaires. Mais les budgets de maintenant sont des dépenses en moins et multipliées par 10 pour demain. Donc je crois que c'est là-dessus où par exemple tout le travail d'explication et d'analyse que fait Christian Tridon sur les ponts, il faudrait qu'on le fasse sur l'ensemble des ouvrages et surtout qu'il y ait une prise de conscience politique forte pour qu'on ait des budgets face à ça. J'ai posé déjà cette question par rapport aux espaces verts tout à l'heure, mais vous l'avez dit Christian Tridon, ce sont les maires qui sont en bout de chaîne, ce sont les élus qui gèrent ces travaux, ces ponts notamment. Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés par des spécialistes aujourd'hui pour les aider à bien construire, à bien rénover, à utiliser les bons matériels, à être dans les bons endroits? Est-ce que les maires, les élus sont accompagnés de façon correcte? Alors depuis 1982, je crois que c'était la loi Gaston Defferre, non, ça ne nous rajeunit pas, on est en pleine décentralisation. On a eu des phases de décentralisation sans arrêt. Alors pour ce domaine de la voie de la communication, la voie de liaison routière, je connais bien, on n'a pas arrêté de refiler la patate chaude à quelqu'un. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a
Bon, on n'est pas si vieux que ça, tous. On a tous entendu parler des DDE. Il n'y a que les journalistes qui parlent encore des DDE. Ça n'existe plus, ça. Hein. Ne me regardez pas. C'est faux. Mais si, l'hiver, DDT ou DDTM. l'hiver, quand il y a neige et tout ça, on dit c'est la faute à la DDE. Mais la DDE, il y a longtemps qu'elle n'existe plus. Bon, donc le panorama a complètement changé. Ça dire un maire. Prenons un maire. Il s'appelle Gérard. Il est maire d'une petite commune de 3000 habitants. Qu'est-ce qu'il a dans sa mairie? Il a un garde-chasse, il a une secrétaire de mairie, et c'est tout. Il n'est pas compétent. Lui, il est charcutier, médecin, notaire, j'en sais rien, mais il n'est pas compétent en génie civil. Et il a eu à une époque son collègue qui était ingénieur de l'équipement, qui n'était pas très loin, et il l'appelait au mois de juin, quand il commençait à faire son budget, il appelait son collègue en lui disant tu vas me regarder un petit peu mes ponts là, pour voir ce que je dois mettre au budget l'an prochain. Aujourd'hui, il est tout seul. Il est tout seul, oui. Donc, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et ce carnet de santé qui est en train de se faire, on a des gens sur le terrain. Et je crois qu'il y a près de 300 ou 400 personnes qui sont sur le terrain aujourd'hui, partout en France, pour aller voir simplement les ponts, passer sous le pont. Parce que le maire, il dit « Oh, mais moi, j'y passe tous les jours, ça va. » Mais il passe tous les jours en voiture, dessus. Mais là, la catastrophe, elle est dessous. Alors, on va voir le bilan que ça va faire, là. Ça fait une dizaine de mois que ça a commencé. Et le délai, c'est de 3 ans. Hein. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Et donc, on a besoin d'aller voir ces infrastructures. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. J'avais dit au sénateur Moret, il y a 30% d'ouvrages, il l'avait répété, lui, il l'avait qualifié d'ouvrages orphelins. Des ouvrages inconnus, que l'on ne connaît pas. Voilà, on passe dessus. Vous savez, après la catastrophe de Morandi, bon, j'ai fait pas mal de plateaux télé. Alors la première question qui est arrivée, c'était est-ce qu'une catastrophe de ce type peut arriver en France? Voilà. Alors à chaque fois, j'ai répondu oui, dans la mesure où on n'a pas l'entretien. Oui. Si on prend le viaduc de Millau, il faut voir le pognon qui est mis en place avec le personnel pour entretenir le viaduc. C'est un travail de tous les jours. Et si vous ne faites pas ça, alors bien sûr c'est Millau, mais si vous ne faites pas ça, eh bien vous dégradez votre structure gentiment et puis ça va jusqu'à la chute. Voilà. William Haller. Oui, derrière tout ce que vous dites, Monsieur Tridon, on a bien compris le message, c'est que la capacité d'ingénierie de l'État s'est désengagé de cette ingénierie qui était très utile il y a 40 ans et qui n'existe plus par le réseau des DDE. Et les intercommunalités, les départements n'ont pas pris la suite? Non, il n'y a pas l'équivalent, on va dire. Voilà, il n'y a pas l'équivalent, ça c'est clair. Alors, il y a encore des structures dans les départements. Il y a les directions interdépartementales des routes. Voilà. Bon, il y a encore, vous savez, je ne veux pas donner les chiffres parce que je les connais, mais il y a très peu de monde qui ont une compétence aujourd'hui reconnue dans les ouvrages d'art du service public en France. Voilà. Moi, j'ai 40 ans de carrière derrière moi. Et là, il y a quelques mois, j'avais créé une association d'ingénierie justement pour pallier à ça. Et on m'a dit, bon, j'ai quitté la présidence de ce truc-là, mais on m'a dit, tu sais, maintenant, autour de notre table, il y a les bureaux d'études privés et il y a l'État. J'ai dit, j'aurais jamais cru ça dans ma vie, que dans une association qu'on a montée comme ça, eh bien, comme on est un des partenaires, c'est l'État. Oui. Voilà, et il vient travailler avec nous. Voilà où on en est, quoi. Et la compétence, elle n'y est plus. Parce que si on voulait parler de formation, on n'en a pas le temps. Mais on ne forme plus des gens. Si, on a le temps, c'est très important. Parce que c'est un vide qu'on a laissé. Et justement, maintenant, voilà. Là, il faut former le personnel nécessaire. Les gens sont moins attirés, les jeunes sont moins attirés par la technique pure aujourd'hui. Hein. On manque d'ingénieurs, ça c'est clair, dans tous les métiers. Mais dans le nôtre, on en manque beaucoup. Et donc il faut reformer. Et moi, dans mon structure, enfin dans mon domaine qui est la pathologie, enfin tout ce qui traite de la dégradation d'une structure, on est loin de tout ça. Parce que ce qui fait briller l'ingénieur, c'est de créer un ouvrage neuf, mais pas de le réparer. Et est-ce que le jeune ingénieur aujourd'hui qui sort d'une grande école, il n'a pas plutôt envie de travailler chez Vinci qu'à l'agglomération de Châteauroux, pour reprendre le maire, où j'imagine que les niveaux de rémunération ne seront pas les mêmes? Oui, et puis réparer, ça a longtemps été un constat d'échec. Il vaut mieux construire. Un maire avec l'écharpe, ben, il est plus content d'aller couper le ruban d'un ouvrage neuf que de... Moi, il y a longtemps, je dis aux gens, mais faites inaugurer une réparation. Ouais, c'est la réalité du terrain. Effectivement, Jacques Chanu, vous parliez de prévention tout à l'heure, mais effectivement, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'il y a la compétence pour ça
aujourd'hui? Alors la compétence, je crois que ça se construit, hein, ça se construit par la formation. prend du temps. Effectivement, il y a eu une baisse de la compétence de l'État, hein, qui est évidente. La fin des DDE a fait qu'il y a eu un désengagement et une perte d'analyse technique. Hein. Christian l'a dit, mais c'est aujourd'hui indéniable. On le constate 20 ans après. Donc tout ça, c'est un temps long. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu tardive, hein, de ces pertes de compétences-là, au moment où on a des sinistres. Vous savez, sur la partie diagnostic, moi je crois qu'il y a, en fait, dans ce domaine comme dans d'autres, certains ont eu peur des diagnostics parce qu'ils se sont dit je pourrais jamais payer le soin. Et le dossier est C'est-à-dire repassé ensuite derrière. de se dire oh là là, si jamais je suis malade, comment je fais pour payer mes soins. C'était un peu ça. Donc il y avait une forme d'aveuglement sur un domaine où il faut du temps long, c'est-à-dire où il faut effectivement, c'est pas hyper vendeur, hein, c'est pas vous faites pas réélire en faisant retaper un pont. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, ça devient un sujet de sécurité prégnant pour les concitoyens. Et je crois que notre devoir, hein, à tous les professionnels, c'est un devoir d'alerte. Vous savez, cette histoire de diagnostic qui se fait sur 3 ans, c'est une révolution. Hein. Oui. Ça paraît comme ça, oui, c'est bien long. Non, on va savoir combien et dans quel état ils sont. Donc après, il faudra avoir la possibilité, le courage politique budgétaire de dire on y va. La prévention, encore une fois, je crois qu'il faut le répéter et le répéter, dans ce domaine comme dans d'autres, la prévention coûte moins cher que la réparation. Et là, c'est le vilain assureur qui vous le dit. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment... Il doit avoir... Mais il y a une prise de conscience, Christian. Hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale parce qu'il y a eu des morts, malheureusement. Oui. C'est toujours pareil. C'est toujours hein. comme ça. On met le feu rouge après qu'il y a eu plusieurs accidents. Merci Juste beaucoup. Un petit mot au niveau Très vite. Christian Alors au niveau Trédon. européen, moi je suis passé au niveau Bruxelles et on a une association qui regroupe 10 pays européens et on est en train de travailler sur le même sujet mais au niveau européen. Et le 3 juin prochain, on aura un colloque à Bruxelles qui va traiter de la sécurité des ponts en Europe. Ça veut dire que ça avance. Merci beaucoup Christian Trédon, président du syndicat national des entrepreneurs, spécialiste de travaux de réparation et de renforcement des structures. Merci Jacques Chanu, président de la SMA BTP, les assureurs.